Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. La semaine qui s'achève a donc été marquée par la réunion de la Banque Centrale Européenne jeudi, réunion intéressante, donc au cours de laquelle une nouvelle très forte hausse de taux a été appliquée. Le taux principal de la BCE, le taux de refinancement, grimpe de 1,5 à 2%. Tous les taux d'ailleurs de la BCE, les trois taux principaux grimpent de 0,75% et donc ont été relevés pour arriver par exemple pour le taux de dépôt à 1,5%. Donc ça veut dire un durcissement des conditions financières, avec un impact évidemment derrière à plus ou moins longue échéance du coup sur les coûts de crédit immobilier, et donc une Banque Centrale Européenne qui confirme qu'elle doit remplir son mandat, une inflation qui flirte avec les 10% en zone euro. Et donc la BCE qui continue d'imprimer la cadence monétaire, avec toutefois, ce qui a un petit peu changé par rapport à la réunion précédente, c'est qu'on a eu des constats sur l'économie européenne qui montrent désormais qu'il y a non seulement un combat qui continue contre l'inflation, ça, ce combat ne va pas s'arrêter demain, c'est une certitude, mais on voit que la Banque Centrale Européenne juge et jauge l'évolution de l'économie aussi comme un facteur de décision pour sa politique monétaire. Même si le mandat, c'est uniquement ou quasi exclusivement la stabilité des prix, pour parvenir à remplir ce mandat, il ne faut pas non plus cracher l'économie par des hausses de taux qui seraient surdimensionnées par rapport à ce que l'économie peut encaisser, même s'il faut la faire ralentir pour ralentir cette pression sur les prix. Et donc on a senti hier, jeudi en tout cas, donc dans l'intervention de Christine Lagarde, qu'il y avait un équilibre qui se trouvait entre des constats d'une économie qui était en train de ralentir et qui allait poursuivre son ralentissement jusqu'à la fin de l'année. On l'avait d'ailleurs vu cette semaine avec la publication des PMI par exemple en zone euro. On a désormais des PMI à la fois pour la partie service, la partie du secteur manufacturier qui sont contractés, qui sont en dessous de 50, donc ce qui traduit vraiment un ralentissement fort. On sait que l'Allemagne va entrer dans une phase de récession, c'était confirmé par le gouvernement allemand, donc une récession, un gros ralentissement qui va avoir lieu au T3, T4 et puis au premier trimestre l'année prochaine. Donc 2 trimestres consécutifs, c'est une récession. Là, il y aura même 3 trimestres apparemment d'après ce que nous dit le gouvernement allemand. Donc la BCE, évidemment, inscrit sa politique monétaire aussi dans ce cadre-là. Mais on a senti en tout cas un recours, déclaration de type nous sommes data dépendants, c'est-à-dire que nous agissons réunion par réunion en fonction aussi des données économiques. Et donc nous regardons à la fois l'inflation et les données économiques. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que la BCE est en train de pivoter ou quoi que ce soit, mais on a quand même vu cette semaine des marchés qui ont plutôt bien progressé sur l'ensemble de la semaine, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, avec une volatilité qui a baissé, notamment sur le marché actions, parce que justement on a eu toute une série de données économiques, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, qui font apparaître ce ralentissement économique. On a eu des chiffres, par exemple aux États-Unis, où on a la plus forte baisse du prix de l'immobilier, du prix des maisons, en baisse mensuelle depuis 2009, depuis la crise des subprimes. On a eu des données sur la confiance des consommateurs américains qui montraient une dégradation. On a eu des données sur des indices de services, une activité dans les services de la fête de Philadelphie, par exemple, qui montre un vrai gros ralentissement de l'activité, et notamment de l'activité future, les nouvelles commandes et puis l'activité future. Donc tout ceci donne effectivement un tableau d'ensemble d'une économie américaine qui ralentit. Et finalement, cette semaine, c'était plutôt une bonne nouvelle pour les marchés, parce que justement, le marché est en train de spéculer sur le fait que les banques centrales, après avoir eu plusieurs réunions très agressives, vont commencer, sans encore une fois parler de pivot, mais vont commencer à nuancer un petit peu leurs propos, à équilibrer un peu plus la bataille, qu'elle soit toujours ciblée sur l'inflation, mais en tenant compte quand même des éléments économiques dans cet équilibre pour ne pas faire déraper complètement l'économie, même si on a tous compris qu'effectivement, il y avait quand même un vrai risque de récession qui était devant nous, parce que il y a à la fois les effets du choc géopolitique, les effets de l'inflation en tant que telle, qu'on voit d'ailleurs dans les résultats des entreprises cette semaine. Beaucoup d'entreprises, par exemple comme Amazon, dans leurs résultats, montrent qu'ils subissent à la fois une hausse des coûts, une pression sur les coûts, donc ça c'est l'inflation, et que derrière, en termes de vente, les consommateurs sont un peu moins appétents parce que justement, il y a des prix qui sont trop élevés, parce que le consommateur a aussi moins confiance par rapport à un contexte mondial qui est un peu plus délicat qu'il y a quelques temps. Et donc, c'est ça que finalement recherchent les banquiers centraux, c'est de ralentir cette demande qui est excessive post-Covid. Et donc, finalement, on a deux effets qui se cumulent, les effets négatifs de l'inflation qui font leur travail par eux-mêmes, j'ai envie de dire, et puis les effets négatifs des redressements de taux, des politiques monétaires, qui viennent ajouter un vent contraire, le tout étant de ramener les prix, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, plus vers le 2%. Mais donc c'est ça qu'on a vu cette semaine, en tout cas les marchés, les mauvaises nouvelles du coup cette semaine, les mauvaises nouvelles macroéconomiques sont devenues des bonnes nouvelles pour les marchés financiers, en tout cas ces derniers jours, parce que ça leur a permis effectivement d'anticiper
des propos à venir de banquiers centraux un petit peu plus souples. Et finalement, ce qu'on a eu hier de la part de Christine Lagarde, c'est un exercice assez équilibré que nous avons eu. Ce n'était pas effectivement une déclaration qu'on peut qualifier de très faucon. Faucon, ça qualifie des déclations très agressives, on ne parle que d'hausse de taux, de durcissement monétaire. Là, il y avait un équilibre entre le rapport à l'inflation et à la politique monétaire et puis le constat que la BCE faisait sur l'économie. Donc ça a un petit peu détendu les taux. On a vu les taux en zone euro partir un petit peu à la baisse, les taux souverains donc, pas les taux de la BCE, elle les augmente, mais les taux obligataires, les taux de référence, le 10 ans français, le 10 ans allemand, on a vu les taux partir un petit peu à la baisse, signe qu'effectivement le marché s'inquiète aussi un petit peu du coup de... s'inquiète. C'est-à-dire qu'il a bien reçu le message de la BCE comme un message plus équilibré, mais le fait que des taux longs comme le taux 10 ans partent un petit peu à la baisse, c'est aussi le signe que le marché commence à intégrer la question du ralentissement économique et va peut-être aussi le pricer sur les taux. Parce que jusqu'à présent, finalement, les taux souverains, ils ont fait quoi? Ils n'ont fait que grimper sur les anticipations de normalisation monétaire extrêmement forte et de redressement des taux de la part des banques centrales. Et désormais, il serait peut-être pas surprenant de voir des taux adopter des trajectoires un peu plus latérales, un peu plus équilibrées, un peu moins haussières, pas non plus baissières complètement, mais où finalement, quand une mauvaise donnée économique est publiée, eh bien, les taux marqueraient un petit peu le coup, les taux longs notamment, le 10 ans ou 20 ans, marqueraient le coup parce que ça traduirait aussi des craintes sur la croissance à venir. Et ces mêmes craintes, du coup, qui font que les banquiers centraux pourraient à un moment donné assouplir un petit peu le message. Donc on voit comme ça les mécanismes se mettre en place. En tout cas, c'est une semaine où la volatilité sur les marchés américains a baissé. Le VIX, par exemple, qui mesure la nervosité sur le S&P 500, donc le plus gros indice américain, on a démarré la semaine, on était un petit peu au-delà de 30. Au moment où on enregistre ce podcast, donc c'est vendredi, nous sommes vendredi à 16h quand j'enregistre ce podcast, on a un VIX qui est à 27. Vous voyez, donc malgré tout ce qu'il y a eu, les réunions politiques monétaires de la BCE, etc., eh bien, on a quand même et malgré la baisse aussi de grosses valeurs américaines, vous avez vu les fortes baisses sur les suites aux résultats de Facebook, on a eu également Amazon, quasiment 20% de baisse après ces résultats, eh bien, on a comme ça des marchés qui ont vendu certaines parties de la cote, pas toutes, mais ça n'a pas entraîné un regain de volatilité en tout cas. La volatilité en cette fin de semaine, en tout cas au moment où j'enregistre, la séance américaine n'est pas encore finie, mais sur l'ensemble de la semaine, on a plusieurs jours de repli de la volatilité sur les marchés américains que l'inverse. Alors attention quand même de ne pas tomber un peu dans l'angélisme et dans le satisfecit où on considère que le plus dur est passé. Je pense qu'effectivement le pic rhétorique agressif des banques centrales est quand même un petit peu derrière nous, le pic d'agressivité, mais on peut ensuite avoir une espèce de plateau quand même, où finalement un peu ce qu'on a vu hier, où le message de durcissement monétaire reste présent, mais où on instille des éléments de langage tournés vers l'économie, où on montre qu'on est sensible. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas non plus, je trouve à ce stade, le carburant pour que les indices actions aillent beaucoup plus haut. Justement, ils se sont déjà bien redressés ces derniers jours, ces 10-15 derniers jours, sur ces anticipations justement de data économique un peu moins bonne, donc des banquiers centraux peut-être un peu plus souples. Et donc finalement, c'est un petit peu dans les prix déjà. C'est-à-dire que même le marché est en train d'anticiper que pour la semaine prochaine pour la Fed, c'est un petit peu ce qu'on pourrait avoir aussi. Pourquoi le Dow Jones s'est redressé autant notamment, et puis pourquoi certains indices américains de small cap sont aussi redressés? Parce qu'il y a une attente d'un discours peut-être un peu moins agressif de la part de Jérôme Powell la semaine prochaine lors de la réunion de la Fed. Donc le marché est déjà un petit peu en avance sur la réunion. Et donc est-ce que réellement Powell délivrera ça? Est-ce que le message sera plus souple? Je pense qu'il sera un peu plus équilibré quand même, peut-être un poil moins agressif, mais il n'y a pas de pivot à attendre, ce genre de choses normalement. On ne peut pas dire que la Fed commence à pivoter avec l'inflation qui est encore à 8% aux États-Unis. C'est beaucoup trop tôt et il n'y a pas encore cette donnée d'inflation qui justifie que la Fed puisse lever le pied. Il y a pas mal de données, en tout cas soft, qui justifient ça. Les PMI aux États-Unis, les indices d'activité, secteur services et manufacturiers ont très nettement ralenti. Donc il y a beaucoup d'indicateurs avancés qui montrent ce ralentissement, mais il faut que ça se traduise désormais dans les chiffres d'inflation. Et c'est ça aussi qui poussera la Fed à assouplir un peu le message. Donc par rapport à ce qu'on disait sur les marchés actions, il est aussi possible qu'on ait déjà bien avancé dans le rebond en anticipation de ces interventions potentiellement moins dures des banquiers centraux, comme jeudi pour la BCE, peut-être mercredi prochain pour la Fed, mais donc une partie de ces attentes est dans les prix. Et donc on a aussi peut-être un petit risque à un moment donné d'avoir un sell the news, un marché qui vend un petit peu finalement la nouvelle parce qu'il n'y a plus trop de carburant pour aller plus haut. Les résultats d'entreprise montrent quand même un ralentissement parce que le contexte mondial, l'activité mondiale continue de ralentir, parce que voilà, la Chine, après ce congrès du parti, envoie des messages pas forcément très bien reçus par les marchés, même très mal reçu par les marchés. Donc on n'a pas non plus encore des moteurs suffisamment bien allumés pour qu'ils persistent à la hausse et entraînent les indices vers de nouveaux, en tout cas des points hauts pas vus depuis plusieurs mois. Je pense qu'on a déjà bien rallié et qu'on va devoir rentrer à un moment donné dans une phase à nouveau un peu consolidante, un peu hésitante.
en attendant que les choses réellement ralentissent sur le front d'inflation, s'améliorent sur la macroéconomie chinoise, par exemple. On attend des signaux de ce côté-là. Voilà, une phase à nouveau un petit peu intermédiaire dans laquelle on pourrait rentrer sur les marchés. Justement, la Chine, on en parle rapidement. Donc, ce congrès qui s'est arrêté donc, il y a quelques jours, un message donc, assez mal reçu par les marchés chinois qui ont continué de beaucoup baisser cette semaine. La bourse de Hong Kong, notamment, avec le Hang Seng. Rendez-vous compte, le Hang Seng, donc l'indice des valeurs chinoises, un côté à Hong Kong, on est sur les plus bas depuis la crise des subprimes. C'est vraiment un retour en arrière manifeste, massif. Tout est vendu en Chine, tous les indices sont vendus. L'obligataire d'entreprise est également vendu, c'est-à-dire qu'il y a des rendements là derrière sur les obligations au rendement qui sont absolument effroyables, qui sont gigantesques en fait, tellement il y a une aversion sur cette activité chinoise. Et selon moi, ça va obliger la Chine à assouplir le message, à arrondir les angles, à tendre les bras vers les autres zones économiques avec lesquelles elle était en froid ces derniers temps, les États-Unis, un petit peu de tension avec l'Europe aussi, parce que sinon on va vers une catastrophe financière en Chine, tout simplement. Donc la Chine est vraiment mal placée en ce moment. Donc ce que le marché attend, c'est des choses qui s'améliorent sur la macroéconomie chinoise, très sensible avec ce marché immobilier, une demande intérieure qui a beaucoup ralenti, on l'a encore vu sur les derniers chiffres macro. Donc il faut déjà ça pour commencer à voir la situation en Chine se stabiliser un petit peu, des chiffres un peu meilleurs. Et puis je pense que surtout, c'est le message politique qui compte. C'est le message via la Banque centrale, le message via les régulateurs chinois par rapport à certaines réglementations qui peut-être maintenant deviennent un petit peu trop lourdes. Souvenez-vous de 2021 et ce durcissement réglementaire massif qui avait commencé à entraîner la baisse des marchés actions en Chine, bien avant ce qu'on a vu en Europe ou aux États-Unis lié aux banques centrales. En Chine, ça avait déjà commencé sur l'aspect réglementaire dès 2021. Donc ça doit arriver aussi par là, la détente des marchés chinois, par des communications domestiques et des communications internationales qui montrent que la Chine ne se recroqueville pas sur elle-même. Et puis ce qui fait évidemment peur aux investisseurs, c'est ce rapprochement avec la Russie, clairement, qui fait peur. Qui fait peur parce que crainte évidemment de sanctions par rapport à ça, crainte d'un clivage de plus en plus fort au niveau mondial. Et ça, effectivement, c'est des éléments qui ne rassurent absolument pas les investisseurs. Donc la Chine reste très mal positionnée pour l'instant, mais il me semble qu'on va arriver là dans la phase où le risque devient trop important pour la Chine, tout simplement le risque financier. Et à un moment donné, il va falloir qu'une réalité diplomatique et une réalité, je veux dire, économique s'impose, donc des communications change. Et je pense qu'on devrait en avoir dans les jours et les semaines qui viennent parce que la situation devient réellement trop tendue au moment où on se parle. Sur le front de la géopolitique, rapidement, ça influence aussi les marchés. On a quand même vu les prix du gaz cette semaine repartir encore fortement à la baisse. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Une partie évidemment au climat qui règne en Europe actuellement, le climat, la météo donc, qui est bien plus douce qu'à l'accoutumée. Ça joue quand même pas mal sur le gaz. On a même eu cette semaine des choses assez incroyables, des prix du gaz qui sont devenus négatifs pendant quelques heures sur les marchés à très court terme. Après, sur les marchés échéances mensuelles, on est toujours sur des prix positifs, même largement positifs, trop positifs d'ailleurs. Il faudrait que ça baisse encore un petit peu, mais toujours est-il que ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qu'on regarde aussi. Le prix du gaz qui baisse, c'est les matières premières qui baissent, donc une pression inflationniste qui va être moins forte pour la zone euro. Donc, vous voyez, les mécanismes de politique monétaire qui vont s'adapter à ça ensuite. Voilà, c'est un peu un cercle vertueux après qui va se mettre en place, mais ce serait bien effectivement de continuer à voir le gaz continuer à baisser. Est-ce que ça pourrait être encore le cas? Ça va dépendre un peu de la météo quand même. Et puis sur le front géopolitique, on a vu certaines déclarations de la Russie ces derniers temps qui étaient un petit peu moins radicales, on va dire, si tant est qu'elles le soient, mais par rapport à ce qu'on avait entendu il y a encore un mois ou 2 mois, des déclarations qui montraient que la Russie était prête, était disposée à négocier. Alors évidemment, qu'est-ce que cela renferme? Ça on ne sait pas comme terme, mais disons que c'est des choses qu'on n'a pas entendues il y a quelques temps encore et qu'on réentend un petit peu maintenant. Donc est-ce que les choses vont peut-être bouger un peu dans le bon sens dans les semaines qui arrivent? En tout cas, il y a des phrases comme ça qu'on n'a pas encore entendues jusqu'à présent. Espérons que ça aille donc dans le bon sens, mais c'est trop évidemment incertain pour faire un jugement par rapport à ça et puis bâtir un scénario de marché par rapport à ça. Ça reste totalement aléatoire évidemment. On a quand même vu cette semaine un petit rebond sympathique des actifs les plus à risque. On pense évidemment aux cryptos, par exemple. On a vu le Bitcoin qui a pas mal rebondi. Tous les actifs très vendus, vous savez, ces valeurs de croissance, voire d'hypercroissance, ces valeurs en fait qui sont technologiques, qui sont potentiellement disruptives ou avec une vraie innovation, mais qui ne sont pas rentables du tout, qui ont besoin de beaucoup d'investissements encore pour se développer. Bon, ça, c'est des valeurs qui avaient énormément souffert depuis le début de l'année par rapport au durcissement de la Fed. Et puis qui là, maintenant qu'on a le dollar qui s'est un petit peu détendu, le dollar, on a vu l'euro rebondir un petit peu, revenir au-dessus de la parité. On a vu le yen également se renforcer par rapport au dollar suite aux actions de la Banque du Japon. On a vu la livre poursuivre son rebond également. Bon, ça donne un dollar un peu moins fort. On a dit que les taux américains s'étaient un petit peu détendus aussi. Ça profite en fait à ces actifs très à risque. Quand on a un dollar qui se détend et des taux américains qui cessent de monter en tout cas, qui flottent un petit peu, ça c'est plutôt favorable pour les actifs risqués. C'est pas encore le retour de l'appétit pour le risque massif. Ça, il n'y a aucune raison pour ça. Mais disons que ça participe, selon moi, à construire un peu le bottom, vous voyez, le creux en fait
de marché. On peut rester longtemps en zone basse, mais ce qu'on voit comme contexte actuel, selon moi, commence à bâtir, en fait, on est déjà dedans même depuis quelques temps, mais entretient en tout cas la formation d'une zone basse sur ces actifs. Et ensuite, on attend effectivement une détente de l'inflation aux États-Unis pour que ça accélère un petit peu plus fortement sur ces actifs. Toujours par ce mécanisme d'effet sur les taux et le dollar, en fait. Si l'inflation décroît aux États-Unis dans les mois qui viennent, les taux vont se détendre un petit peu, ou en tout cas ne monteront plus, le dollar va se stabiliser aussi, et donc tous les actifs qui ont beaucoup souffert des politiques monétaires agressives, vont retrouver quelques couleurs, et le Bitcoin en fait partie, certaines valeurs technologiques en font partie, le Nasdaq en fait partie aussi, même les large caps en font partie là-dedans, les Microsoft, l'Apple ou autres, bénéficieraient aussi d'une détente sur le front de l'inflation. D'ailleurs, une chose importante, on voit que dans les résultats des entreprises américaines, il y a eu beaucoup de références au dollar fort. Ça, c'est une nouveauté. On n'avait pas eu ça aux dernières publications il y a un trimestre. Donc, ça veut aussi dire que pour les entreprises américaines, on commence à arriver dans des zones qui ne sont pas top en termes de niveau de change et de risque de change. Il se peut que la Réserve fédérale commence à en tenir compte aussi un petit peu, même si elle a besoin de dollars forts parce que ça limite l'inflation importée. Si les boîtes américaines, celles qui exportent, commencent à dire que le dollar devient trop fort, c'est un petit peu des sonnettes d'alarme qui commencent à être tirées, vous voyez, et puis avec des résultats qui sont inférieurs aux attentes, enfin en tout cas qui sont inférieurs au trimestre précédent. Voilà, on commence à arriver un peu dans la zone où ça commence à frotter, où le dollar devient un peu gênant même pour les acteurs économiques américains. Voilà ce qu'on peut dire sur la semaine que nous venons de traverser. Dernier élément, et après on passe au programme pour la semaine prochaine, c'est l'inflation. Vous avez vu, en cette fin de semaine, on a des chiffres d'inflation, France, Allemagne et puis de certains pays européens. On note une petite désynchronisation désormais sur l'inflation. Typiquement, vous avez l'inflation qui a baissé en Espagne, donc, qui a rebondi en France, qui reste élevée en Allemagne, qui a un peu accéléré, mais c'est moins... À mon avis, l'inflation ne faisait que monter partout. Là, c'est un peu plus désynchronisé, ce qui peut aussi commencer à traduire que certains pays ont passé le cap du pic inflation, donc d'autres ne sont pas loin d'y arriver. Ça va quand même plutôt dans le bon sens. L'inflation reste outrageusement élevée et très dangereuse à ce stade, donc il n'y a pas de quoi baisser la garde pour les banques centrales, on l'a dit, mais on est quand même dans des zones où on voit que cette désynchronisation dans la dynamique de l'inflation entre pays peut aussi commencer à marquer finalement le début d'une fin de tendance, en fait, qui ne sera pas forcément homogène partout, mais quand c'est moins unilatéral, ça commence à traduire une forme de dessoufflement dans certains pays, ce qui est plutôt un bon signal. Semaine prochaine, rapidement, on aura lundi les PMI d'activité en Chine, donc manufacturiers et services. On aura des chiffres d'inflation pour la zone euro qui resteront à n'en pas douter élevés. On aura le PIB également pour la zone euro, la croissance pour la zone euro pour le troisième trimestre qu'on surveillera. Mardi, des données intéressantes pour la Fed, ce qu'on appelle le chiffre JOLTS. JOLTS, c'est le niveau d'emploi vacant aux États-Unis. Plus un JOLTS est élevé, plus ça signifie qu'il y a des emplois vacants, plus ça signifie que les entreprises doivent augmenter les salaires pour recruter. Plus le chiffre JOLTS se détend, plus ça signifie qu'il y a des gens qui participent au marché du travail, qui viennent pourvoir les emplois disponibles, et donc ça fait que, c'est comme ça que résonne le marché en tout cas, que les entreprises monteront moins les salaires du coup pour attirer parce qu'elles ont plus de main-d'œuvre disponible, et donc c'est moins inflationniste in fine. Donc des chiffres JOLTS inférieurs aux attentes, plus bas que les précédents, serait plutôt un bon signal. Ça permettrait au dollar de se détendre un petit peu et aux marchés actions de poursuivre un petit peu leur détente sans que ce soit phénoménal, mais entretiendrait un petit peu le rebond sur les actions. On aura l'ISM manufacturier mardi également, donc gros repère de l'activité aux États-Unis. Mercredi, jour le plus important de la semaine avec la réunion de la Fed. On l'a dit, le marché va surveiller désormais des signaux un petit peu où la Fed pourrait arrondir un petit peu les angles. Moi, j'appelle pas ça un pivot parce que pivot, ça veut vraiment dire qu'elle fait marche arrière par rapport à ses politiques ou qu'elle pivote complètement par rapport à ce qu'elle a dit précédemment. Ça, j'y crois pas une seconde parce qu'il n'y a pas les bases pour ça. Instiller des éléments de langage comme l'a fait Christine Lagarde qui montrent une sensibilité à l'économie. On lutte contre l'inflation, mais on s'attache quand même à surveiller ce qui se passe d'un point de vue économique. Il se peut qu'on ait ce genre de choses de la part de Jérôme Powell la semaine prochaine, mais la conférence ne devrait pas être pour autant accommodante. Ça ne faut pas s'y attendre, ça va rester dur, mais peut-être moins raide, un petit peu moins raide que ce qu'on a eu sur la réunion précédente. Jeudi, Banque d'Angleterre et ISM Services pour les États-Unis, donc activité dans les services. Vendredi, on aura les commandes industrielles en Allemagne. Toujours bon de suivre l'Allemagne, vu que c'est elle qui est en première ligne dans cette crise en termes d'impact économique par rapport à la guerre en Ukraine. Donc on va suivre sa macroéconomie qui est évidemment importante. Et puis on aura également un discours de Christine Lagarde vendredi, vendredi après-midi. Et on terminera la semaine, donc vendredi après-midi, aussi par le rapport sur l'emploi aux États-Unis. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.